Ce qui fait qu'on va passer directement aux achats. Ce que je vous propose. Hop. Alors, les achats. Les achats, il y en a plusieurs. Alors, on va déjà passer sur le gros achat. Je vous mets ici. Sur le gros achat. Yeah. Atome. Alors, techniquement, c'est pas un achat de ce mois-ci. C'est une précommande, finalement, que j'ai reçue. Et donc, le nouveau Atome en cartonné. En cartonné. Épisode qui fait la part belle à Junji Ito. Il y a des interviews que le magazine a pu avoir. Hop, on va feuilleter un petit peu. Alors, Atome, je crois que j'en ai encore jamais parlé sur les lives. Moi, c'est un magazine que j'aime beaucoup. Le fait qu'on puisse retrouver beaucoup d'interviews, finalement. C'est vraiment le cœur de ce périodique. Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est... Hop. Remonter au maximum pour que vous puissiez bien lire. Donc, disais-je, Atome, un périodique que moi j'aime beaucoup. Il a beaucoup été critiqué. Critiques qui sont tout à fait entendables. Mais ça n'enlève pas la qualité du bouquin. En général, je lis pas tout sur ce périodique. Je me contente de lire les passages qui m'intéressent. Mais je trouve que c'est très très bien d'avoir cette base finalement de bouquins pour faire du contenu et avoir du matériel finalement pour chercher et appuyer des propos. Et je trouve qu'Atome c'est une bonne référence pour le faire. On voit par exemple le dossier sur les autrices d'Angaro, etc. Il y a des choses que j'aime pas trop dedans aussi, il faut le dire. Typiquement les cahiers critiques, je me retrouve vraiment dans aucune critique en général. Sauf là, Mission in the Apocalypse, forcément. J'ai l'impression que c'est assez dithyrambique quand même sur le titre, ce qui présage du bon, je l'espère, pour lui. Alors le cahier critique, je suis pas forcément fan. Mais le reste, je trouve très très bien. J'aime bien le fait aussi que ce soit bien illustré. C'est cool d'avoir des pages en grand comme ça, finalement. Et je suis... entre guillemets abonné, je suis abonné au préco chez eux. Je prends toutes les versions cartonnées. J'ai découvert avec l'épisode spécial spécial horreur, justement. Finalement c'est rigolo parce que je reboucle, vu qu'on est sur un volume Junji Ito. J'ai découvert avec le spécial horreur que j'avais acheté en kiosque, que on en avait un peu parlé, et du coup je me suis dit, ah vas-y, il y a en kiosque là, vas-y, je vais le prendre. J'ai tellement aimé qu'en ayant vu qu'il y avait du cartonné, j'ai tout pris en cartonné depuis. Et il me semble que c'est à partir de ce moment-là qu'ils avaient commencé à faire du cartonné, justement. Et donc j'ai tous les cartonnés. Et je les relis. J'ai besoin d'aller chercher les choses, notamment faire des parallèles avec certains auteurs ou autrices sur ce qu'ils ont fait, etc. Sur des sujets qu'on abordera dans des contenus vidéo complètes. Donc voilà, le petit tome. 2 atomes. Hop. Pas un must-have, mais très très bien si vous voulez parfaire votre connaissance autour du manga. Hop. C'est un peu chiant, hein. Rebaisser ça. Voilà. Achat suivant. Un grand format. Bocchi the Rock. Hop. Encore un petit peu. J'ai trop baissé, chef. Bocchi the Rock. Bocchi le caillou. Comme j'aime bien dire. Bocchi le caillou. Donc un manga sur une
Une lycéenne, je suppose. Je me souviens plus. Il me semble que c'est une lycéenne. Très introvertie. Mais qui est très douée à la guitare. Prouesse à la guitare qu'elle montre sur une chaîne YouTube qui a beaucoup de succès. Et par hasard, elle va se retrouver à devoir rejoindre un groupe où la guitariste est partie. Elle se retrouve un peu, malgré elle, à intégrer ce groupe et à devoir combattre finalement sa timidité. Moi j'aime beaucoup, alors c'est un manga humoristique en yonkoma, comme vous pouvez le voir. Alors, le yonkoma, moi je trouve que c'est une structure narrative qui est très intéressante. Parce que, alors là on est sur un yonkoma où entre les pages on suit une histoire quand même. Il y a une suite logique à l'histoire. Ce que j'aime beaucoup sur ce genre de yonkoma humoristique, très souvent qui va adopter ce style, dirons-nous, qui va mettre en jeu, en général, les groupes de filles qui font des hobbies ou qu'on va suivre dans leur vie de tous les jours, etc. Ce qui a finalement été instauré par Azumanga Daioh, tous ces styles de manga. On est sur du yonkoma, mais l'histoire se suit. Donc, on a une double structure narrative qui est très sympa. C'est que on a la structure narrative d'un bouquin classique, il y a un début, mais chaque colonne va aussi raconter sa petite histoire, suivant la structure du yonkoma classique. Il y a deux souvenirs, le début, l'élément perturbateur, la résolution et la fin. Et c'est très agréable parce que je trouve que Bocchi the Rock, ça maîtrise bien ce format. Je suis très en retard sur ma lecture. Il me semble pas que j'ai pas dû finir encore le tome 2. Et donc j'ai le tome 3, 4 et 5 qui arrivent en fin du mois. Pourquoi j'ai pas trop avancé? Parce que finalement c'est très verbeux, c'est très lourd à lire je trouve. C'est le défaut de ces mangas parfois. C'est beaucoup de texte. Je pense notamment à Keon, qui est totalement dans le même principe. Et c'est pour ça je pense que Bocchi the Rock est aussi populaire. Parce qu'il surfe 10 ans plus tard sur la nostalgie de Keon, finalement. Keon qui est aussi terriblement difficile à lire, je trouve. Parce que assez verbeux. Et de plus, Keon, je le lis en anglais, vu qu'il est plus dispo en français. Et donc, c'est pas facile, parfois. En tout cas, voilà. Petit achat, très sympathique. Et normalement, que vous allez revoir au prochain épisode. Comme je disais, Color Collection, que j'ai acheté tout à l'heure, du coup. Initialement, je voulais le lire dans la journée et vous le présenter pour faire la review de ce soir. Comme je vous disais, j'adore Moonlight, beaucoup de Mono Aware. Des slice of life très sympa. En général, je prends tout ce qui sort. Vraiment, je suis tombé amoureux de la collection. Mais je vais pas vous le feuilleter, parce que peut-être vous allez pouvoir le voir ici. Hop, on va passer pour du plus proche. Voilà. La petite mention pour public averti. Parce qu'il y a des scènes de sexe. On est sur un boys love. Alors, fort heureusement, au feuilletage, fort heureusement, ça a pas l'air de tourner autour du viol. Ce qui, moi, me perturbe beaucoup avec le boys love. On est un ou deux avec ces thématiques et je les ai vraiment pas aimées. Ce que je préfère, c'est ce Nagabe, qui sont sortis chez nous en anglais. Et du coup, pour Color Collection, j'ai fait que feuilleter pour le moment. Je sais pas si ça tourne vraiment autour de relations toxiques ou de viol, comme on a beaucoup dans les boys love. Mais en tout cas, je suis très curieux de le lire. Et si je vois que c'est ok, je vous ferai sûrement une review dessus. En éliminant bien les pages qui sont pour public averti. C'est à noter que du coup, il arrive sous plastique. Ce que Anna, par exemple, la collection Anna chez Meian, enfin chez IDP, ne prend pas ne prend pas le temps de le faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça à la discrétion des consommateurs, des consommatrices et des libraires. Donc voilà, je vous le... Au moins,
Voilà, là c'est safe, incroyable. Voir un petit peu du trait. Voilà, de la romance. Alors, il me semble que c'est un recueil. Hop, soit un recueil, soit une histoire courte. En tout cas, c'est en un seul tome. On va au moins pouvoir lire le résumé. Étudiant en design graphique à l'école d'art Morioka, Saiki enchaîne les résultats décevants. Un jour, il est abordé par Amano, un étudiant plus âgé de la section sculpture qui, le trouvant mignon, ne le lâche plus d'une semelle. Mais l'aide aussi à trouver l'inspiration et la confiance qui lui manquait. Saiki s'ouvrirait-il à de nouveaux sentiments? Une romance saute en couleurs entre un génie de la sculpture et un graphiste en herbe, suit d'autres histoires d'art, de rêves et d'amour. Donc je pense que c'est à la fois un recueil, mais qui a une histoire principale qui file la plupart du tome, finalement un peu comme ce qu'on retrouve dans le hentai. Autre achat. On en avait parlé la dernière fois, avec le bilan lecture. J'ai acheté la suite de Seven Time Loop. Donc toujours cette histoire de notre héroïne qui reboucle dans le temps, et qui a sa septième vie, finalement. Et qui a pu engranger beaucoup d'expérience, et qui, dans sa septième vie, se retrouve contrainte à être mariée à celui, qui va la tuer. Et elle va donc essayer d'un peu contrer ce destin. Hop. Voilà. Elle va essayer d'un peu contrer ce destin. Le tome 3, on finissait sur un arc avec le frère de son époux, qu'il avait enlevé pour essayer d'emmerder son frère, en fait. Et rien de plus. Donc on entame un nouvel arc qui apparemment se finit au tome 5. Arc qui, on m'a dit, n'est pas des meilleurs. Donc j'espère ne pas être déçu. En tout cas, le trait est toujours aussi sympathique. Les décors sont bien présents. Une lecture qui fait plaisir. Voilà. Beaucoup de paillettes autour des personnages. On est vraiment sur une partie d'esthétique shoujo qui parfois fait même un peu parodique, je trouve, sur ce manga. Mais qui reste toutefois sympathique et qui est une très bonne lecture de chez Meian. Hop, également Minuscule, le tome 11. Minuscule, ou une histoire où on suit deux héroïnes, une qui prépare des potions, et l'autre qui est ouvrière du bâtiment, et qu'on suit dans leurs petites aventures du quotidien, qui aident les autres personnes de leur village, dans les péripéties. C'est vraiment de l'Iyashiki très très classique, très très bien, qu'on retrouvera dans le bilan lecture, parce que j'ai lu un petit peu plus de la série. Je trouve que les doubles pages sont vraiment cool, le design est cool. Les histoires sont cool également, on reviendra dessus comme je disais. C'est pas prise de tête, c'est mignon tout plein. Et c'est chez Komiku. Donc, ils sont les experts, je trouve, pour les Iyashiki. Les Iyashike, pardon. Qui sont experts là-dedans, je trouve. Beaucoup de leurs titres sortent sur cette vague. Et il me semble qu'on est sur un manga du Arta, en plus. Faudrait que je vérifie. Ah, je sais plus si c'est un Arta Comics. Ah, il y a une faute. Alors c'est dans le Fellows. Hop, on le voit, vous verrez pas, c'est tout petit. Et c'est bien à part, ouais, c'est ça. C'est ça, Reverse Fellows Arta. Ça sort bien dans le Arta. Donc comme vous le savez, c'est mon magazine de pré-publication préféré, parce qu'il y a énormément d'Iyashike dedans. Beaucoup de très très beaux mangas avec une très très belle esthétique.
notamment Bright Stories, hein, pour ne citer que lui qui me semblait dans le Arta. Ou alors CTMA qui était dans le Arta, j'ai un doute. Mais voilà. Et donc Mission in the Apocalypse est tiré également. On a pu parler la dernière fois. Bon là on va attaquer deux achats qui sont pas du manga. Ils vont sûrement vous faire fuir. Je projette de faire des vidéos format qui traitent un peu plus sur les théories narratives, parce que moi j'ai un petit background de théorie narrative que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire des recherches là-dessus, et j'aime beaucoup les appliquer au domaine du manga. En ce moment, mon trip, c'est le structuralisme, et donc appliqué à la fantasy. Donc je me suis acheté des essais qui parlent un peu plus de structuralisme et de fantasy. Alors le premier, c'est une reco de mon libraire, qui lui aussi est très versé dans ce type de bouquin. Et c'est du conte de fées de Tolkien. Alors Tolkien, forcément, je pense que vous le connaissez tous, pour Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, le Silmarillion, j'arrive pas jamais à le dire, d'autres joyeusetés littéraires dont il y a le secret. Mais il faut savoir aussi que Tolkien, entre Le Hobbit et la sortie du Seigneur des Anneaux, a donné des cours en fac de lettres, cours dans lequel, qu'il a synthétisé finalement en un essai, et cet essai qui a donc été traduit en français. Alors, je vais pas vous montrer grand chose, c'est que du texte, je suis désolé. Mais donc c'est son explication de la fantasy. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un conte de fées. Donc là on parle quand même de fantasy, enfin on parle de conte de fées, mais comprendre la fantasy anglaise en général. Notamment dans ceux qu'il cite, c'est très centré sur le monde anglo-saxon. Et du coup, notre bon Tolkien revient sur qu'est-ce qui fait un conte de fées, comment le consommer, pour qui est un conte de fées, etc. etc. Donc un essai pour défendre finalement ce genre de la littérature. Et on retrouve une préface. Alors j'ai plus le nom de la personne. Ça doit être écrit. Là voilà, la préface de Nathalie Prince, qui en gros résume le bouquin en un article qui résume qu'est-ce que la vision de la fantasy de Tolkien. Donc je suis pas allé bien loin, je suis vraiment encore au début, vous voyez, j'ai lu qu'une trentaine de pages, j'ai pas pris le temps. Mais donc le petit résumé fait déjà super bien l'affaire pour situer quelle est la vision de Tolkien sur la fantasy. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut appliquer ce que dit Tolkien tel quel. Alors, ce que rapporte Nathalie Prince, on peut l'utiliser tel quel, et l'appliquer au manga. Et notamment, on voit du coup que dans les propos de Nathalie Prince rapporte ce que dit Tolkien, c'est que typiquement, on a beaucoup de choses dans le manga, et notamment dans l'isekai, qui feraient beaucoup plus de sens pour Tolkien que des mangas qui ne seraient pas de l'isekai. Et ça, je trouve ça très intéressant, de pouvoir tirer des arguments directement de ce qui est peut-être l'auteur de fantasy le plus connu, pour en fait, alors pas défendre, mais pour remettre en perspective pourquoi l'isekai est un genre très intéressant du point de vue de la fantasy. Donc faut que je m'attelle à le finir, sachant que j'ai un autre bouquin qui arrive en fin du mois, qui lui est un énorme pavé, pour le coup, qui lui parle qui est un autre auteur qui parle de fantasy. Donc voilà, du conte de fées. En plus, c'est une très petite édition de poche, mais qui est très cool, en effet un peu ciré sur la jaquette. Très cool. Je trouve que c'est un bouquin très sympa dès qu'on s'intéresse un petit peu à la fantasy, du peu que j'ai lu. Voilà.
Et également l'autre bouquin essai, qui est La morphologie du conte de Vladimir Propp. Alors, c'est pas une découverte, ce bouquin-là, je l'ai lu pendant ma thèse. Propp, donc, c'est un narratologue russe, donc une personne qui étudie la narratologie, donc les structures narratives et les genres. Et Propp est en fait un des pionniers, on va dire, entre guillemets, du structuralisme. Le structuralisme arrive officiellement, entre guillemets, juste après Propp. Il faut savoir que les littéraires russes ont beaucoup travaillé sur les structures dans les histoires, et donc notamment avec Propp, avec le conte. Et ce qui est très intéressant dans la morphologie du conte, en plus de donner des fonctions sur qu'est-ce qui fait un conte, de fait, finalement. De fait, ou une histoire, en tout cas, de fantasy. Il adopte une vision très très mathématique, en fait, de la chose, et décrit l'histoire comme un ensemble de fonctions à paramètres, et adopte donc une vision très très mathématique de la chose. C'est imbuvable. Propp, c'est vraiment chiant à lire, pour être honnête. Mais c'est finalement un des pionniers, une des premières visions de qu'est-ce qui peut être la narration, donc avec ici la morphologie du conte. Et c'est super intéressant de voir, également, on retrouve toujours des éléments de la morphologie du conte qu'on peut appliquer au manga. Finalement, ce ne sont que des outils pour pouvoir décortiquer une narration. Et chose qui est très intéressante, c'est que là, Propp lui part sur des histoires entre guillemets courtes. Ce qui n'est pas comme le manga, vu que le manga, lui, est une publication périodique. En roman, on parlerait de roman épisodique, comme il a pu se faire en France, typiquement, dans la littérature qu'on retient de nos jours. Beaucoup d'œuvres françaises qu'on retient et qu'on lit à l'école sont des histoires épisodiques. Et donc c'est très intéressant, je trouve, de voir comment ces formats épisodiques peuvent avoir des échos d'histoires qui n'ont pas été prévues pour être épisodiques, et de récupérer comme ça des petites briques pour faire des analyses. Et donc en plus on est sur la morphologie du conte, donc on est dans le cadre du merveilleux, ne pas confondre avec la fantaisie au global, qui lui est un terme plutôt anglais, qui désigne ce qui est l'énorme fourre-tout, où dès qu'il y a de la magie, finalement, c'est de la fantaisie pour les anglais. Du coup, bouquin très très intéressant que je vais relire, parce que j'ai envie de me replonger dedans. Je suis pas sûr, parce que du coup, pendant ma thèse, je l'ai lu il y a 4 ans, maintenant. Je suis pas sûr d'avoir bien tout compris, tous les tenants et les aboutissants de Propp. Donc c'est une lecture que j'ai envie de refaire, notamment qui sera sur lequel je vais m'appuyer, faire des vidéos, notamment sur le merveilleux, le fantastique, l'étrange, etc., etc. Tous les termes qu'on retrouve, ils sont partagés par plusieurs auteurs du structuralisme. Donc voilà, il n'y a rien à montrer, hein, je feuillette, mais bon, c'est propre. Hein, à la rigueur, je peux vous montrer des ignominies, voilà, des fonctions comme ça, plus ou moins mathématiques. Alors c'est des pseudomates, hein, du coup. Et qui tentent, voilà, de résumer qu'est-ce qu'un conte, voilà, c'est ça un conte. Des formules mathématiques. Voilà, ceci est un exemple d'analyse d'un conte à 2 héros. C'est cette structure-là, je vous jure. Donc voilà, il y aura d'autres bouquins comme ça sur la chaîne, pour lesquels je vais faire écho. Et c'est très marrant que j'ai racheté ces 2 bouquins sur cette période, parce qu'il y a eu des débats sur Twitter sur qu'est-ce que la fantaisie au global, le mettre fan, qu'est-ce qui est ou pas un manga, enfin, pourquoi on met manga fantasy historique, juste historique, etc. Est-ce qu'un manga qui a un univers imaginaire est forcément de la fantasy, etc. Toutes des questions que ces auteurs répondent, finalement. Et je trouve qu'on fait beaucoup d'amalgames là-dessus, parce que finalement c'est un peu le foutoir dans les courants de pensée.
Et c'est très bien de s'instruire sur comment sont faits finalement les œuvres qu'on aime bien tant lire. Voilà. Donc il y aura d'autres bouquins qui vont arriver comme ça. Donc il y a le Miroir du Merveilleux qui arrive en fin de mois. Je pense que je vais reprendre un peu d'œuvres de bouquins de Raphaël Baroni, qui lui pour le coup est un auteur contemporain. Notamment sur le suspense, la création du suspense. Je sais plus le titre du bouquin. Et il a également fait un bouquin sur la classification des genres, que j'aimerais bien lire, voir ce qu'il en dit. Raphaël Baroni. Et après, il y a des bouquins que j'ai pas pu lire pendant la thèse, parce que ça déviait du champ de mon sujet. On abordera des bouquins, notamment. Je vais peut-être me prendre le Umberto Eco, pareil sur la classification des genres, il me semble qu'il en a fait un. Il en a fait un sur le structuralisme. Umberto Eco, c'est aussi un des représentants du structuralisme, de souvenirs. Et on a beaucoup de bouquins sur le structuralisme et sur l'étude de la fantaisie et donc là le terme anglais. En France, parce qu'on a 2 laboratoires. Alors je dis laboratoire, mais c'est parce que je suis scientifique. Mais 2 écoles qui travaillent là-dessus. Dernier achat que j'ai fait et que j'ai lu, et qui est le tome de 18 de Quand Takagi me taquine. Alors, série qui se finit bientôt. Alors, on suit toujours Takagi et j'ai oublié, Nishikata. Ce sont 2 collégiens qui là doivent arriver bientôt sur leur dernière année de collège, du coup. Takagi qui est amoureuse de Nishikata et qui ne lui dit pas. Et Nishikata qui a un petit problème et veut toujours gagner des défis contre Takagi.